Bonjour, avec toutes mes excuses pour ce délai que j'ai pris pour répondre à cette vidéo, ou du moins la commenter. Vous savez ce que c'est, le travail, les enfants, la vie. Le temps file comme de l'eau. Je voulais absolument faire un commentaire sur les vidéos, les propos de cette jeune fille. On va donc l'écouter et je vais faire des pauses pour faire des commentaires sur les parties qui me semblent les plus pertinentes. Bonsoir à tous. Je fais vraiment cette vidéo pour pousser un coup de gueule parce que euh, j'en peux plus. J'en peux vraiment plus de ce que je vois sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, j'avais décidé de ne plus me faire remarquer sur les réseaux sociaux, de ne plus ouvrir la part, de ne plus rien dire. Mais c'est vraiment difficile pour quelqu'un comme moi qui a des convictions fortes de rester là et d'observer et de ne rien faire face à l'injustice, face à la promotion, j'ai envie de dire carrément la promotion de la délinquance. C'est juste pas possible pour les gens comme moi. Alors, je suis dépassée, sincèrement, quand je vois aujourd'hui des manifestations qui se prétendent défendre les droits des Noirs, qui parlent au nom du peuple noir, entre guillemets, et qui embarrassent, j'ai envie de dire, les gens qui ne se reconnaissent pas en ce qu'ils sont, enfin, en leurs idéaux, en fait. Jusque-là, je suis assez d'accord avec elle. Alors, on se remet dans le contexte, hein. Nous sommes à l'époque des manifestations qui ont suivi, le pseudo-meurtre de George Floyd. Et nous savons très bien qu'il y a des officines, hein, il y a des activistes professionnels, hein, les Black Lives Matter, et qui sont financés donc par des George Soros, hein, pour faire de la cause raciale, la grande cause de l'humanité ou des sociétés occidentales ou en tout cas américaines, alors qu'on sait pertinemment que c'est le dernier de leurs soucis et qu'ils font tout ça évidemment pour faire un écran de fumée pour que les gens ne réfléchissent pas à ce qui se passe réellement et ne cherchent pas qui sont réellement euh, les, les puissances, les communautés ou les personnes qui sont derrière la déliquescence et la destruction des sociétés telles que nous les connaissons. Moi, j'ai envie de dire, c'est embarrassant. Pourquoi je dis ça? Mon message, il est vraiment visé. Il va véritablement vers celui qui se dit être le porte-parole de la Ligue des défenses noires ou je sais pas quoi là. Honnêtement, monsieur, laissez-moi vous dire que pour moi, vous êtes un perturbateur. Vous ne nous aidez pas. Vous n'aidez pas la communauté noire dans ce que vous êtes en train de faire. Et dans ce que vous faites, moi, en tant que noire, parce que vous voyez bien, j'ai une peau très noire, je ne me reconnais pas dans ce que vous faites. Donc oui, c'est vrai, beaucoup de personnes de la communauté noire ne se sont pas retrouvées dans ces manifestations, ni même dans celles qui se sont terminées par le déboulonnage des statues, les tagages des noms de rues, parce qu'on considère que c'est à la communauté blanche de prendre conscience des exactions de leurs pères, de leurs ancêtres, pour peut-être prendre une distance par rapport à ce passé. Après, s'ils veulent pas le faire, on peut pas les forcer. Donc jusque-là, ça va encore, hein. On peut être noir et vouloir se démarquer de certains activistes. Elle cite donc la LDNA. On peut effectivement voir que en filigrane, hein, dans leur discours, il y a une certaine réserve, il y a des points sur lesquels ils ne vont pas, et on peut effectivement se poser la question de savoir s'ils sont réellement indépendants. Jusque-là, donc ça va. Je ne me reconnais pas dans vos idées, je ne me reconnais pas dans vos arguments, je ne me reconnais pas dans votre délinquance et je ne me reconnais pas dans les pillages, le désordre que vous organisez dans le pays, au sein de Paris, en France. Je ne me reconnais pas. Là, elle commence à déraper parce que je ne vois pas en quoi les activités de la LDNA, même si on n'est pas d'accord avec elle, sont des activités de délinquance dans la mesure où ils interviennent parfois pour aider des gens de notre communauté qui sont dans des situations inextricables, comme celle de la boulangère de Neuilly-sur-Seine du 92, qui subissait des pressions pour pouvoir dégager. Donc là-dessus, je ne la suis pas.
d'autant plus qu'on sait très bien qu'au niveau des manifestations, même quand ce sont des BBR, des Français de souche qui manifestent, hein, et je pense notamment aux Gilets jaunes. Il y a des activistes, il y a des gens, il y a des blocs, pardon, dont on sait qu'ils sont financés et qui sont parfois issus des milieux policiers eux-mêmes pour pouvoir discréditer les mouvements. Et c'est quand même un comble de l'entendre dire que ces jeunes activistes viennent mettre la pagaille dans les rues françaises quand on entend ce que les jeunes Africains disent de l'action de la France sur leurs États. Dans ce que vous faites. Donc arrêtez de dire que vous parlez au nom du peuple noir. Quels sont vos arguments? Qu'est-ce qui vous pousse à vous comporter comme des malades mentaux? Parce que moi, je vais vous dire, j'étais dans un groupe où les gens sont venus dire, me dire de votre vidéo que vous étiez un singe. Excusez-moi, pour moi, c'est une outrance à la race des primates. Les primates, les singes, les bonobos, toute cette espèce-là est particulièrement plus intelligente que vous. Donc, quand on vous traite de singe, pour moi, c'est une insulte à l'espèce qui englobe les primates. C'est une insulte aux singes. C'est une insulte. Sincèrement. Laissez-moi vous le dire. Alors là, c'est très choquant d'entendre cette jeune femme noire utiliser l'imagerie raciste de l'assimilation du noir au singe, utiliser cette image contre des propres frères de sa communauté. Et elle ne prend pas conscience qu'avec sa jolie coiffure, les bantoues-knock, qui du reste est très jolie et qui met ses traits en valeur, est aussi considérée comme ridicule et elle aussi, dans les yeux des racistes qui vont la regarder et qui vont la douber, l'accepter, la féliciter pour ses propos, ben, il la considère aussi comme une guenon. Quels sont vos arguments? Oui, attends, le premier refrain de votre chanson, c'est la France a récupéré nos ancêtres, ou du moins ont tenu vos ancêtres ont tenu les ancêtres en esclavage, quelque chose comme ça. C'est ça votre argument. Alors, laissez-moi vous dire déjà, la plupart de vous qui manifestez là, vous êtes des bâtards. La plupart de vous, vous ne connaissez pas votre père. Vous ne connaissez même pas vos parents. Pour les hommes, vous vous êtes retrouvés en France parce que vous avez fui votre pays où ça n'allait pas, où c'était de la merde. Si on vous demande où votre père est, vous êtes incapable de le dire. La plupart d'entre vous, votre père est un irresponsable qui s'est contenté d'engrosser votre mère et vous êtes né. Alors là, clairement, on voit que le fait d'utiliser des arguments personnels, des attaques personnelles d'une si grande cruauté, en fait, elle révèle une faille dans sa propre personnalité, dans sa propre construction, dans sa propre histoire. Parce on peut ne pas être d'accord avec les actions de la LDNA, mais rien ne dit que ce sont forcément des hommes qui sont nés de familles dysfonctionnelles. Quant aux filles, la plupart d'entre vous qui êtes partis de vos différents pays et qui se sont retrouvés ici, que ce soit les jeunes filles ou des mamans, vous vous êtes retrouvés ici par un concours de circonstances. Vous êtes arrivés à la nage, on ne sait même pas d'où vous venez en réalité. Vous avez soit fui vos familles parce qu'on vous a forcé à vous marier avec un vieillard, soit fui parce que les conditions de vie dans vos pays, c'était la guerre, c'était la famine. Vous êtes Bon, là encore, des attaques personnelles, donc maintenant à l'endroit des filles qui sont parfaitement injustifiées. Le fait de dire que fuir son pays pour chercher des conditions meilleures, fuir la misère ou la guerre, ben oui, hein, c'est toutes les migrations ont toujours eu pour raison, pour cause, essayer de trouver des conditions de vie meilleures. Réfugiés dans ce pays, au lieu de faire profil bas, au lieu de profiter du système, au lieu de reconnaître que c'est un système qui est nettement mieux que du trou d'où vous venez. Elle fait preuve là d'une très grande naïveté, voire d'une débilité, parce que parler de profiter d'un système tranquille, on ne profite pas d'un système tranquille, on y participe. Les Noirs travaillent hein, durement en faisant des métiers souvent délaissés par les indigènes, hein, les Français de souche,
et ils consomment, donc ils participent hein, à la vie en payant des impôts, donc ils ne profitent pas tranquilles. Et même cette petite place modeste qu'ils acceptent de prendre, hein, en s'occupant des enfants de ces gens qui vont travailler, des personnes âgées, hein, des personnes handicapées, en occupant vraiment des postes très très modestes, même ça, c'est remis en question et leur présence est jugée gênante par un certain nombre de personnes dans la population. Donc c'est vraiment lamentable d'entendre cette jeune femme dire des choses pareilles. Oui, je pèse mes mots. Vous arrivez ici, vous tapez, vous faites du boucan et ça crie par-ci. Oh, les Noirs ont fait ceci. Oh, vous n'avez aucun droit. Vous n'avez aucun droit. Laissez-moi vous dire ça, vous n'avez aucun droit. D'accord? C'est faux de dire que la communauté noire est la plus agissante et la plus bruyante en France. Alors, c'est vrai qu'on assiste à un réveil hein, de la communauté, mais elle est quand même pas la plus agissante et en tout cas la plus nuisible. Hein. Parce que si l'échelle de la nuisance, si on devait vraiment la mesurer, la communauté noire ne serait pas forcément la plus haute dans cette hiérarchie. Donc, mais c'est faux de dire que les Noirs n'ont aucun droit. Ils ont autant de droits que les autres. Alors, les Africains qui sont récemment issus de l'immigration, comme visiblement cette jeune femme qui s'appelle Juni Stella Kanga, ils n'ont pas la même perception, car pour eux, arriver en France, ils ont le sentiment d'arriver, d'avoir mis un pied au paradis. Mais pour nous, qui vivons ici depuis longtemps, on connaît parfaitement l'envers du décor, la réalité des discriminations en tout genre, pour le travail, pour le logement, pour les stages, pour tout. Par ailleurs, cet argumentaire ne tient pas du tout, car les victoires que les activistes obtiennent vont aussi profiter aux nouveaux venus. Donc c'est quand même incroyable qu'elle tienne ce discours en décalage total avec la réalité. Elle est dans une dissonance cognitive, mais très grave. La France appartient aux Français. La France appartient à ceux qui se reconnaissent dans l'identité nationale française. La France n'appartient pas à tout le monde. Oui, alors c'est très beau de dire que la France appartient aux Français. On pourrait en dire autant de l'Afrique, que l'Afrique appartienne aux Africains. En tout cas, c'est un vœu pieux. Mais dire ça n'avance absolument à rien. Parce que de toute façon, on est amené à partager cet espace de vie pour des raisons historiques et pas seulement très anciennes. Hein. La réalité nous lie encore beaucoup avec la France. Par contre, ce qu'elle ne comprend pas et qu'elle ne perçoit pas, c'est cette identité nationale. C'est quoi? Elle peut la définir, cette identité nationale? Nous qui vivons ici, savons parfaitement comment fonctionne ce système. On n'est jamais suffisamment français, on n'est jamais suffisamment intégré pour pouvoir bénéficier du label intégré ou euh, euh, appartenant à la communauté nationale. Parce que j'ai entendu ce monsieur l'a dit dans une vidéo que la France appartenait à tout le monde. Non, non. Ça, c'est ce que la France voulait croire. La France est laxiste. La France est laxiste. La France vous permet de dire et de faire n'importe quoi. La façon dont vous parlez à la police ici, la façon dont vous manquez de respect aux forces de l'ordre ici, vous pouvez faire ça chez vous? Vous pouvez parler comme ça à un militaire chez vous? Je défie quiconque d'aller dans son pays, vos pays respectifs, la Mali, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal. Je vous donne le défi de rentrer chez vous et de parler à la police comme vous parlez à la police en France. Vous savez que vous ne pouvez pas. Parce que dans vos pays respectifs, il suffit que tu ne payes pas ton loyer. Le bailleur va à la police, dit que tu n'as pas payé ton loyer. Il ne donne même pas 10 € là-bas. On vient te choper chez toi. On te fesse. Combien de personnes sont remplies dans les prisons dans vos pays respectifs parce qu'il a mal regardé un policier, parce qu'il a mal parlé à un policier, parce qu'il a même mal parlé à son voisin et le voisin est parti payer la police pour que le policier vienne la police vienne le choper chez lui et l'enferme. Combien? Oui, on sait très bien que la police africaine fait preuve de beaucoup de violence, hein, mais nous savons aussi que nos États ne sont pas libres, autonomes et indépendantes, et qu'à beaucoup d'égards, les polices protègent des autorités politiques qui sont totalement illégitimes. Donc forcément,
il y a une violence qui ruisselle sur la population. Mais ça justifie pas de dire que le noir ne doit pas revendiquer ses droits ou se taire, et puis tous les noirs ne sont pas forcément mal polis avec la police, et puis la police française aussi, elle doit faire son mea culpa, et on a vu un certain nombre de choses qui se sont passées pendant les manifestations des Gilets jaunes, où de toute évidence, il y a quand même des comportements excessivement décalés de la part des policiers. Combien? C'est en France que vous venez faire état de vos droits? C'est en France que vous venez reconnaître qu'il y a les droits de l'homme, il y a les droits de ceci. Mon ami, vous n'avez aucun droit. Vous n'avez aucun droit. Vous avez intérêt à faire profil bas. Vous n'avez aucun droit. Arrêtez de nous souiller. Arrêtez de nous souiller. Arrêtez de ternir l'image de ceux et celles qui sont venus ici pour les études, qui essayent de se faire leur place au soleil et d'essayer de devenir quelqu'un. Arrêtez de nous embarrasser. Nous, on ne se reconnaît pas en vous. On ne se reconnaît pas en vos idées et en ce que vous prônez. Là encore, on voit la différence de vécu entre ceux qui sont de longue date ici, hein, presque des Français de souche, et ceux qui sont nouvellement venus et qui ont le sentiment d'avoir mis le pied au paradis et qui croient encore que c'est un pays de tous les possibles et qui pourront faire leur place au soleil. Nous qui vivons ici depuis longtemps, savons pertinemment que le soleil, en fait, il est souvent caché par des nuages ou en tout cas par un plafond de verre parfaitement intraversable. Et c'est vraiment très dommage que cette jeune femme ne prenne pas conscience de notre communauté de combat et de difficultés, même si elles ne les connaissent pas encore, qu'elle accorde au moins le bénéfice du doute à ceux qui sont là depuis longtemps et qui luttent peut-être selon des moyens qu'elle trouve inappropriés. Ça, on peut effectivement en discuter et l'admettre, mais refuser de voir que toute avancée de notre communauté va ruisseler aussi sur les nouveaux venus, c'est faire preuve vraiment d'une imbécilité profonde. Deuxième refrain que vous chantez, euh, oui, la France pille les richesses en Afrique. Ah ouais? De quelle richesse vous parlez? De l'or? De l'uranium? De quoi? Des matières premières? On arrivait même jusqu'à contester la réalité des richesses de l'Afrique. C'est vraiment risible. Je me demande vraiment par quoi cette fille est passée, s'ils lui ont fait un lavage de cerveau type MK Ultra ou un conditionnement de ce genre pour obtenir d'elle qu'elle tienne des propos aussi incohérents. Les richesses africaines existent et on sait très bien les complots, les guerres que livrent les multinationales là-bas sur place pour en avoir le contrôle. Alors qu'elles disent que les matières premières brutes ne constituent pas des richesses, euh, on peut l'admettre, et encore, mais contester leur existence même, non, c'est non. C'est ça que vous appelez richesse? Si on, je connais, je vous donne le défi d'aller regarder le documentaire qu'on appelle les routes de l'impossible. Est-ce que vous savez que le Ghana, deuxième pays importateur de cacao, est-ce que vous savez que parmi les villages où on récolte le cacao au Ghana, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'on appelle le chocolat? C'est la faute aux Français? C'est la faute aux Français? Au Congo. Oui, oui, on sait que les enfants africains ne mangent pas de chocolat parce que les familles n'ont pas les moyens de s'acheter le chocolat, qui est excessivement cher, et quand il est produit, de toute façon, il est totalement donc exporté, oui, oui, pour aller en France et en Europe. Et pourquoi? Parce que le cours de ces matières exotiques hein, est fixé sur les places boursières européennes, non pas dans l'intérêt des producteurs locaux, des petits producteurs ou même des grands producteurs, mais dans celui des investisseurs européens. Donc elle ne semble pas avoir connaissance de ça et elle ne sait pas non plus, j'imagine, que les cultures exotiques sont l'héritage direct des politiques coloniales en matière agricole qui ont toujours fait prévaloir des cultures exotiques, donc café, cacao, coton, au détriment de la production vivrière qui permettrait donc de nourrir les populations locales.
à tel point que les États africains, dont on sait encore qu'ils ne sont que des départements, des régions françaises, sont dans une dépendance alimentaire puisqu'elles sont constamment obligées d'importer le riz, le maïs, tous ces produits de base dont elles ont besoin pour leur alimentation. Et dans le même temps, leur production exotique, eh ben, en fait, elles n'ont que pour déboucher les anciennes colonies qui, sur la place boursière, en fixent les prix à leur guise. Et voilà pourquoi, ben oui, les enfants africains ne mangent pas de chocolat. Gros, le documentaire qui est sorti qui montrait les enfants qui travaillaient dans des mines, je sais pas moi, pour récolter la matière première, ou c'est le coltan, je sais quoi là, avec laquelle on faisait les batteries de téléphone et tout. Euh, Pourquoi ces enfants sont dans les mines? Parce que vos parents, vos congénères, vos concitoyens africains savent juste accoucher, 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 accoucher et ne savent pas s'en occuper. Qu'est-ce qu'un enfant de 6 ans, normalement, fait dans une mine au lieu d'aller à l'école? Qu'est-ce qu'il y fait? Il n'a pas de parents. Qu'est-ce qu'il y fait? Entre-temps, tout... On retrouve encore en filigrane son problème personnel, son drame familial, apparemment de petite fille abandonnée. Donc, elle parle donc de ces enfants africains qui travaillent dans des mines, qui risquent leur vie, qui meurent dans des éboulements de terrain, enfin vraiment des conditions épouvantables. Et ben, elle en parle avec tellement, tellement de détachement que ça en est choquant. Donc, oui, les enfants africains travaillent dans les mines, pas parce que les parents ne les aiment pas ou pas parce qu'ils en font des colonies, qu'il y a des colonies d'enfants, ils savent pas comment les occuper. Et au lieu de les envoyer à l'école, et ben, en fait, on les envoie dans les mines, peut-être dans l'espoir d'en tuer quelques-uns pour qu'ils soient une charge en moins pour la famille. Non, non, si les enfants vont travailler dans les mines, c'est parce que, eh ben, ils sont obligés de pouvoir aussi apporter un peu de sous pour que la famille puisse simplement survivre. les documentaires que vous passez votre temps à publier, oui, les enfants qui travaillent dans les bananeraies, les enfants qui travaillent dans les mines, tous les documentaires dont vous vous vantez aujourd'hui, que oui, ça prouve que la France ou n'importe quelle autre puissance pratique encore, entre guillemets, le néocolonialisme en Afrique. Qui sont ceux qui font les documentaires là? C'est vous? C'est vous? Est-ce que ce ne sont pas les mêmes Français, les mêmes Blancs qui viennent dans vos pays faire les reportages et qui ramènent ça en Occident pour montrer au monde la réalité de ce qui est? Oui, oui, on est d'accord. Les documentaires sont réalisés par des équipes de journalistes de français, mais ils les réalisent et puis s'en vont. Bon, alors après, les Français ne pourront pas dire qu'ils ne savent pas la réalité de la situation dramatique dans les pays africains et ils ne pourront pas dire qu'ils ne savent pas que les téléphones qu'ils utilisent et qu'ils jettent alors qu'ils sont parfois encore en très bon état sont maculés du sang des enfants africains. Mais les journalistes ne font que venir apporter, enfin filmer des choses, mais ils ne changent rien. Après, ces reportages sont parfois des boosters pour leur carrière, mais dans le fond, est-ce que c'est par philanthropie qu'ils le font? On peut effectivement questionner la philanthropie des journalistes européens, même si certains le sont et que, frappés par la détresse, la pauvreté des populations locales qui sont parties filmer, il y en a qui ont monté des associations, ont gardé des contacts pour essayer d'apporter un soutien matériel, financier, sanitaire, médical aux populations qu'ils ont rencontrées sur place. Mais là, vous voyez la photo, une photo célèbre qui a obtenu un prix Pulitzer, c'est celle d'un journaliste Kevin Carter, qui en 1993, dans un Soudan ravagé par la famine, avait pris ce cliché de cet enfant squelettique que guettait un vautour. Le vautour attendait la mort de l'enfant pour pouvoir déchirer sa chair et la manger. Et ce journaliste a pris la photo et il est reparti. Mais sa conscience l'a travaillé et il a été très critiqué parce que au lieu de prendre cette photo et juste penser à sa carrière et partir, il aurait dû prendre cet enfant dans ses bras et l'éloigner de ce danger imminent et non pas la laisser mourir comme un petit animal.
Vous venez revendiquer une identité africaine en Europe? Il ne s'agit pas de revendiquer une identité africaine. On est africain ou on ne l'est pas. Il s'agit de revendiquer plus de droits et moins de discrimination. Vous êtes ici, vous faites dans le folklore des saltimbanques, des clowns. Vous venez nous faire des cinémas, que oui, Black Lives Matters, oh, force à tel, oh, la vie des Noirs compte. Et la vie des Noirs compte en France, et la vie de ceux que vous avez laissés en Afrique, ça compte pour du beurre? Ça compte pour du beurre? Ça ne fait même pas 3 semaines qu'au Maroc, on a un Camerounais a été poignardé par d'autres Camerounais. Je ne vous ai pas entendu marcher. Je ne vous ai pas entendu marcher. Ça fait même pas 2 semaines qu'on a retrouvé des jeunes filles tuées et violées dans des églises au Nigeria. Oh oh, je ne vous ai pas entendu marcher. Je ne vous ai pas entendu faire un scandale. Ou alors, la vie des Noirs compte en France, aux États-Unis, mais la vie de ceux que vous avez laissés en Afrique, ça ne compte pas. Là encore, elle emploie un argument qui n'est pas pertinent. On le sait qu'il y a des violences intracommunautaires. On le sait aussi qu'il y a des violences contre les Noirs dans d'autres pays du monde. Et les activistes noirs en France ne les imputent pas, à juste titre, à la France, qui, pour le coup, n'en est pas responsable. Vous êtes cohérent là, vous vous entendez? Vous venez revendiquer une identité africaine parce que, soi-disant, vos ancêtres ont été déportés et tout. Vous voulez qu'on parle? Revenons sur l'histoire. Revenons sur l'histoire. Si vous estimez que vous êtes en droit de demander à la France des réparations par rapport à un quelconque esclavage, vente de noirs et je ne sais quoi, vous faites quoi des pays arabes et musulmans? La traite négrière a duré 400 ans, tandis que la traite arabo-musulmane a duré 900 ans. Je ne vois pas les Noirs aller dans ces pays-là, aller scander là-bas, qui doivent aussi payer des réparations. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. On note la distance avec laquelle elle parle des souffrances des Noirs, comme si, en fait, elle n'était pas noire et qu'elle ne parlait pas de sa communauté, comme si elle était étrangère aux Noirs, ce qui est quand même très étonnant. Elle parle donc d'un des épisodes majeurs de l'histoire de l'humanité, la déportation des Noirs, et elle en parle comme si c'était une anecdote, un petit détail, alors que ça a duré des siècles et que ça a changé la vie de millions, des centaines de millions de personnes, ceux qui ont été victimes donc, de cette déportation, mais aussi ceux qui sont restés sur place, dont la vie a été bouleversée. Et elle en parle comme si ce n'était rien et qu'on n'avait absolument pas vocation à en demander réparation, alors que cet épisode a changé le cours de l'humanité, mais surtout celui de l'Afrique, et a été un frein majeur à son développement. Et oui, il va falloir à un moment débattre et en demander et en obtenir la réparation, même si de toute façon dans ces matières-là, la providence ou la main de Dieu rendra son jugement. Non, elle minimise et c'est absolument inacceptable. La déportation a porté sur les Bantous qui sont les Hébreux, les véritables Hébreux de la Bible, les Sémites, hein, les pères de l'humanité, et c'est ce qui en fait un crime absolument odieux, un crime très grave, et qui constitue le véritable antisémitisme. Donc elle en parle comme si c'était une anecdote. Alors elle met en perspective donc les 400 ans d'esclavage qu'ont subi les Bantous, les Hébreux, les véritables Hébreux de la Bible, avec l'esclavage arabo-musulman. Bon, moi j'ai beaucoup de doutes par rapport à cette histoire hein, de la déportation, de la traite esclavagiste des arabo-musulmans, parce que l'histoire de l'Afrique a été tellement falsifiée que il est très commode de trouver d'autres responsables aux exactions qui ont été commises sur les Africains, ne serait-ce que pour se décharger d'une partie du poids de sa responsabilité. Et aussi parce que toute la planète entière hein, était couverte de noir, et en tout cas le nord de l'Afrique et même le Moyen-Orient, on le sait, c'était des noirs qui y vivaient. Donc visiblement, il y a des populations occidentales qui sont venues, qui ont dominé, qui ont massacré, qui ont émasculé, qui ont pratiqué des viols sur les femmes, et les arabo-musulmans
en tout cas pour leur apparence actuelle, sont le fruit de ce métissage. Donc la déportation par les musulmans pardon, est souvent utilisée hein, par les Occidentaux pour un peu s'exonérer de leurs responsabilités. Dans cette matière-là, chacun son crime, chacun son jugement, chacun son châtiment, pardon, et chacun aura sa réparation à apporter. Le crime des uns n'a jamais été, ne sera jamais une cause d'exonération pour les autres. Mais on vous voit, parce que la France est laïque, démocratique et tout, laxiste, vous vous permettez de venir organiser des manifestations pour perturber notre calme. On a déjà assez de problèmes comme ça. On sort d'une crise où le gouvernement doit rendre des comptes parce que la plupart des foyers ont perdu au moins la majorité de leurs revenus avec cette crise. Beaucoup de personnes se sont retrouvées au chômage. Beaucoup de personnes essayent de trouver le travail actuellement. Oui, on est nombreux à essayer de retrouver le travail. Moi, je suis en France et je ne me sens pas oppressée à cause de ma couleur de peau. J'ai travaillé dans des entreprises que si ces entreprises étaient dans mon pays, je n'aurais jamais mis les pieds là-bas. Je dis bien jamais. Je suis rentrée dans des entreprises. J'ai discuté avec des hommes, des présidents, des hommes d'affaires qu'en temps normal, dans mon pays, ces entreprises existeraient là-bas. Je ne pourrais pas mettre mes pieds là-bas. Pour la simple et unique raison que je viens d'une famille modeste. Personne qui allait plaider pour moi pour me trouver le travail dans ces endroits-là. Je dis bien personne. Vous savez très bien que les pays d'où vous venez, ce n'est pas tout le monde qui a accès à un certain nombre de postes. Il faudrait que votre parent ou votre X ou Y soit quelqu'un quelque part pour que vous ayez accès à un certain nombre de postes. Alors personne ne conteste hein, la réalité des difficultés économiques que la France a connues à cause de la crise de coronavirus, la première vague, et cette crise dont on sait qu'elle va s'amplifier à cause de la deuxième vague, dont on ne sait pas bien si elle sera sanitaire ou économique. Mais prendre comme prétexte son propre parcours professionnel pour dire la chance qu'elle a, les carrières, les gens qu'elle a pu rencontrer par rapport au fossé de la situation de l'emploi en Afrique, c'est juste pas pertinent. Parce que les grosses entreprises en Afrique, elles sont justement européennes et elles pratiquent avec les indigènes les mêmes politiques discriminatoires qu'ici. À titre personnel, je suis diplômée de droit, j'ai fait mes études en France. Quand j'ai fini mon parcours, mon cursus universitaire, quand j'ai mes diplômes de troisième cycle, j'ai été approchée par la société Elf qui me proposait un poste de juriste Congo, mais aux conditions locales, avec un salaire de juriste congolais. La proposition qu'elle me faisait, eh ben, elle ne l'aurait pas faite à un diplômé juriste blanc. Donc c'est normal d'employer des noirs ben, au rabais, c'est normal. Oui, elle a raison, le clientélisme existe en Afrique. La logique des réseaux, ou plus précisément la logique des loges, marche à fond la caisse. Mais cette jeune femme ne doit pas se tromper. Ici, c'est pareil. Son petit parcours ne sera jamais équivalent à celui d'une bébéère, d'une Française de souche. Vous arrivez en France, vous arrivez dans un pays où même la caissière, même la femme de ménage qui travaille a un minimum de 1200 € par mois. Je ne dis pas que c'est 1 million, mais par rapport à d'où vous venez, où le SMIC c'est 50 €, vous devriez la fermer avant de la ramener. Là encore, c'est le syndrome de la personne qui arrive au paradis. Hein. 1200 euros comparé aux 50 euros de salaire en Afrique, effectivement, c'est beaucoup, sauf que le niveau de vie en France est quand même pas le même. Et la perspective de gagner 1200 euros toute sa vie, je peux comprendre que ça l'emballe, elle, mais ici c'est un peu short. Sincèrement, vous devriez la fermer. Vous venez crier à l'identité. Oh, attends, c'est quoi votre troisième refrain? Vous avez l'habitude de dire là la France doit payer les réparations
de la colonisation, de l'esclavage, je ne sais pas quoi là. Qui a vendu les esclaves aux Blancs? Là encore, on voit qu'elle est un proxy hein, pour un certain nombre d'identitaires hein, qui sont derrière elle. D'ailleurs, elle a été invitée par des radios et elle a été encensée par un certain nombre d'activistes et commentateurs blancs. Et là, elle met sur le tapis la question, enfin l'argument majeur, les Noirs se sont vendus entre eux. Donc je serais parfaitement malhonnête hein, si jamais je ne faisais pas de commentaires par rapport à cette accusation qu'on retrouve et toujours pour tenter de s'exonérer et de déposer un peu par terre le poids de cette responsabilité immense qu'ils ont dans la déportation et dans l'exploitation outrancière, meurtrière de l'homme noir. Alors je ne vais pas esquiver donc la question et je vais essayer d'y répondre dans la mesure de mes connaissances, hein, puisqu'on sait que l'histoire de l'Afrique a été falsifiée. Mais en ces matières, quand il y a des événements de cette ampleur, la déportation des centaines de millions de personnes, il est évident qu'il y a des complicités en interne, hein, que des Noirs aient vendu d'autres Noirs. Pour moi, c'est pas du tout quelque chose de inentendable. Ça correspond probablement à une réalité, comme on sait que dans l'époque moderne, pendant des guerres, il y a eu des collaborations, il y a eu des délations au sein même des communautés. Alors après, il faut accepter de l'entendre, de comprendre et d'en ressortir un peu grandi de cette histoire. Oui, effectivement, les Noirs ont certainement participé à la vente de leurs propres frères, mais il faut prendre en considération un élément culturel qui est souvent caché parce qu'on cache aussi l'histoire des Noirs. Comme je le disais un peu plus tôt dans ce commentaire, les Bantous, ce sont les Hébreux, les véritables Hébreux de la Bible, et ben, la Bible raconte leur histoire, et c'est eux qui ont écrit la Bible. Et quand on prend l'Ancien Testament spécifiquement, on sait que l'esclavage, mais on parle plutôt de servitude, existait, était pratiqué dans les sociétés bantoues en l'occurrence. Mais quand on étudie la pratique qui en était faite par les Bantous, il s'agissait d'une servitude qui était empreinte de respect, l'esclave entre guillemets, parce que c'est pas du tout l'esclavage au sens de celui qu'a pratiqué pardon, les Européens, celui qui venait travailler pour son frère le faisait pour un temps donné, il avait un certain nombre de garanties qui touchent au respect de sa personne et aussi à la libération quand son temps de servitude est terminé, avec la possibilité pour lui de rester s'il le veut dans la famille de celui qui l'emploie, avec la possibilité de se marier, de partir. Enfin, vraiment, c'est pas du tout quelque chose qui ressemble de près ou de loin avec l'esclavage qu'ont pratiqué les Européens. Donc, en falsifiant l'histoire des Africains et en leur cachant que la Bible raconte leur histoire, on leur permet pas de trouver des éléments dans l'histoire qui expliquent ce qui s'est passé dans leur histoire et pourquoi des Noirs auraient pratiqué l'esclavage, enfin auraient, pardon, collaboré à l'esclavage. Donc ceux qui ont vendu leurs frères en esclavage pensaient les envoyer en servitude comme eux-mêmes les traitaient en servitude, donc avec respect et avec dignité. Ils n'avaient nullement idée, et ça ne pouvait absolument pas leur traverser l'esprit, qu'ils allaient devenir des bêtes de somme, qu'ils allaient devenir des proies, qu'ils allaient être violés, que les femmes allaient être violées, que les enfants allaient être violés, qu'ils allaient être frappés, qu'ils allaient être tués, qu'ils allaient être mais dégradés au point où les Européens l'ont fait. Donc oui, il y a eu tromperie sur le contrat, il y a eu tromperie. Et effectivement, les Africains qui ont vendu leurs frères, mais ne se doutaient absolument pas de la servitude, esclavage, que les Blancs allaient pratiquer sur leurs frères. Parce qu'ils ont fait sur
les Bantous d'Afrique et les Noirs, des choses que, mais il ne leur traversait pas l'esprit à eux de faire. Et par ailleurs, dans l'Ancien Testament, on a les règles de vie, les pratiques que suivaient les Bantous, les véritables Hébreux de la Bible, dans leur organisation sociale, et ils ne faisaient pas du tout ces choses-là. Donc il y a eu tromperie. Donc voilà pourquoi, pour moi, l'excuse tirée du fait que les Noirs ont vendu d'autres Noirs n'est pas une excuse valable pour exonérer les Blancs de cette immense responsabilité qu'ils ont. Aujourd'hui, en Afrique, dans nos villages, on a encore le concept de chef de village, de roi de village. Aujourd'hui, en 2020, à l'heure actuelle, au 21e siècle, il y a encore des villages en Afrique où pour s'adresser au chef, on se met à genoux. On tape le pied par terre et la main sur le genou. On courbe les chines. Aujourd'hui, en 2020, au Cameroun, au Nigeria, au Ghana, il y a encore des chefs de village devant qui, pour parler, on ne regarde même pas droit dans les yeux. Vous arrivez ici, vous ne respectez pas l'autorité, vous ne respectez rien, et vous venez crier, revendiquer. Vous revendiquez quoi? En tant que qui? Vous revendiquez quoi? Mais fermez vos gueules. Je vais passer très vite sur ce passage, parce que la vidéo est déjà très longue. Bon, elle raconte absolument n'importe quoi. Hein, effectivement, il y a la délinquance chez les Noirs, comme partout, mais il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Et beaucoup de gens, beaucoup de Noirs respectent très bien l'autorité et ne posent pas problème. On en a marre de vous entendre. On en a marre. Vous faites plus de boucans que vous n'agissez. Pourquoi les gens ont peur des Noirs en France? Les Noirs sont plus reconnus comme des voleurs, des agresseurs, des braqueurs, des prostituées. Il faut dire les choses. Disons-nous nos vérités. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on se dise les vérités? Pourquoi? Vous êtes reconnu principalement en tant que qui? Quel est votre pédigré? Quel est votre CV en France? Je suis effrayée quand même de constater qu'elle a intégré une image très très négative des Noirs et de la communauté. Ça m'étonne d'autant plus que elle a grandi en Afrique, elle n'a pas grandi en Europe, et, euh, et cette image négative, je pense que elle la tient plutôt de son drame personnel, de l'abandon de son père, qui l'amène à avoir une image aussi dévalorisée du noir. Donc c'est vrai, il y a de la délinquance chez les noirs, il ne faut pas le nier, mais il ne faut pas non plus oublier que en Europe et en tout cas dans les sociétés sous domination blanche, les noirs ont des difficultés d'insertion professionnelle, les noirs ont des difficultés à obtenir des financements pour lancer des projets d'entrepreneuriat. Donc malheureusement, certains versent de ce côté et vivent d'expédients parfaitement répréhensibles. Mais la majorité, la grosse majorité des gens vivent des vies tout à fait ordinaires. Ils occupent des postes souvent modestes, mal payés et pas reconnus. Et de leur pécule, ils essayent de faire vivre leur famille et élever leurs enfants dignement en leur inculquant des valeurs tout à fait honorables. Quel est votre CV? Vous êtes reconnu en tant que qui? Vous dites que oui, avec la police, il y a les délits de faciès, il y a les délits, toujours en train de vous plaindre. Délits de faciès. Donc, en gros, vous m'expliquez qu'en France, quand on se lève le matin, on s'habille, on va travailler, il y a le délit de faciès. Le policier reste comme ça. En se levant de chez lui le matin, il a dit non, il y a un gars là que je l'ai vu passer là-bas en s'arrangeant. Sa tête m'énerve. Aujourd'hui, je vais aller l'arrêter. Donc, c'est ce que vous êtes en train de vouloir m'expliquer. Vous êtes en train de vouloir m'expliquer qu'en France, quand les policiers se lèvent le matin, ils se disent oui, aujourd'hui, il faut que j'arrête 4 mois, sinon je ne vais pas rentrer bien dormir chez moi. En fait, c'est ce que vous m'expliquez. Vous m'expliquez que aujourd'hui, la police, dès qu'elle voit un noir, peu importe qui il est, avocat, chef d'entreprise, ingénieur, médecin, en fait, la police t'arrête uniquement parce que tu es noir. C'est ce que vous voulez m'expliquer.
Écoutez. Donc non, les Noirs ne sont pas des violeurs, des voleurs, des braqueurs, des proxénètes ou des prostituées. Parce qu'ils ne les prendraient pas dans leurs entreprises, ni pour garder leurs petits-enfants, ni même encore pour garder leurs parents âgés. En ce qui concerne le délit de faciès, cette femme est nouvellement arrivée en France et elle n'a pas suivi donc l'évolution de cette problématique. Et pourtant, en 2015, il y a eu une condamnation de l'État français pour délit de faciès. Et en ce qui concerne les contrôles policiers, elle ne le sait pas, les contrôles policiers concernent tout le monde, hein, qu'il soit médecin ou autre. Hein. Et effectivement, comme il y a une politique des statistiques qui a été mise en place visiblement par le président Sarkozy, et ben en fait, il faut qu'il ramène des fiches, il faut qu'il ramène des infractions pour augmenter les statistiques et prouver l'efficacité de la police dans la répression de la délinquance. Dites ça à ceux qui ne vivent pas en France. Dites ça à ceux qui ont choisi de se plaire dans la médiocrité. Moi, je vis en France. J'ai fait des études en France il y a même des enfants français. Je dis bien nés en France, vivant en France, grandis en France, qui n'ont pas fait ces études-là. J'ai fait des études dans des établissements où la pension allait de 7 500 € à 15 000 €. Et ma mère n'est qu'enseignante au Cameroun. Quant à mon géniteur, je ne sais même pas dans quel coin du Cameroun il se retrouve. D'accord? Je ne me prostitue pas pour autant. La France offre la possibilité d'avoir des jobs étudiants. La France offre la possibilité d'aller à l'école et en même temps de travailler. En gros, ce n'est pas impossible de faire des études et de travailler en France et de devenir quelqu'un. Ce n'est pas impossible. Il y a des formations, même pour ceux qui ne sont pas là à l'école. Il y a des formations que vous pouvez payer et devenir quelqu'un, ou obtenir un certificat et obtenir un emploi digne de ce nom. Ça existe, c'est possible. On relève que là encore, elle fait référence à son papa absent. Alors, le fait que la France offre la possibilité de faire des formations, etc., oui, on n'en disconvient absolument pas. Simplement, au bout de ces formations, qu'est-ce qu'il en reste? La possibilité d'avoir des jobs, oui, c'est possible, mais c'est de plus en plus rare et c'est toujours aussi difficile pour les jeunes afro-descendants. Donc, elle est toujours dans son syndrome de la personne qui met le pied au paradis. Hein, effectivement, comparé à la situation économique désastreuse en Afrique, au Cameroun notamment, et pas seulement, effectivement, c'est pas comparable. Mais bon, on peut effectivement aussi se pencher sur les causes du marasme économique de l'Afrique, et on est parfaitement légitime à dire que c'est cette chape de plomb que la France a posée sur ces États et elle en empêche le développement. Bon, après, on peut ne pas l'accepter, ça peut être effectivement débattu à une autre occasion. Mais ce qui est très notoire dans sa façon de penser, c'est que individuellement, si on peut réussir, pour elle, tout le monde peut réussir, alors que la réalité est tout autre. Et ce qu'elle ne perçoit pas, c'est qu'il y a toute une jeunesse africaine maintenant, ou même des gens d'âge mûr comme moi et comme d'autres, qui considèrent que ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas qu'il y ait un ou deux arbres qui s'en sortent, alors que le reste de la communauté est dans un tel marasme, dans un tel est laissé sur le banc de la société en matière d'insertion professionnelle. C'est carrément insatisfaisant et elle perçoit pas ça parce qu'elle ne voit les choses que de son petit point de vue par rapport aux études qu'elle a pu faire et elle est complètement à côté de la plaque. Mais vous, à vous entendre, on dirait que non, la France est le pire pays au monde où on ne peut rien faire, où dès que tu es noir, ça y est, ta vie est finie. Moi, je me suis fait agresser en France. J'ai failli me faire violer en France. Ce n'était pas par des Français. C'était par des Noirs. Les personnes qui m'ont le plus mis les bâtons dans les roues depuis que je suis en France, c'est les Noirs.
Les personnes qui m'ont le plus insulté, qui ont dit comment ils allaient même prendre mes photos intimes pour aller publier dans mon école, c'est les Noirs. C'est les Noirs qui m'ont le plus fait de chantage, qui m'ont le plus insulté, qui m'ont le plus dénigré, qui m'ont tout fait en France. C'est les Noirs, ce ne sont pas les Blancs. Alors là, elle relate des malheurs que lui ont fait des congénères, hein. Bon, c'est une expérience personnelle, on peut pas en douter, on lui accorde le bénéfice du doute, mais bon, elle fait preuve encore d'une très très grande naïveté, parce que les Blancs peuvent lui en faire aussi des belles, et nous qui avons grandi ici, on sait parfaitement que ils sont pas non plus des anges. Alors effectivement, il y a de la jalousie dans la communauté noire, mais ça peut s'expliquer aussi par les difficultés que les gens ont, et ces difficultés ne suscitent pas les meilleurs sentiments, et effectivement notre communauté fait une preuve navrante, hein, d'un manque de solidarité, mais les Noirs qu'elle fustige, ce sont quand même eux qui l'ont élevé, hein. Ce sont des Noirs qui l'ont fait grandir, qui l'ont accueilli à la vie et qui l'ont aimé et qui l'ont accompagné, donc elle peut pas euh, vomir sur toute une communauté parce que certains congénères mal intentionnés lui ont fait du mal, qu'elle se retrouve en situation de se faire violer. Bon, après, quelles sont ses fréquentations, qu'elle se retrouve en situation de voir ses photos intimes être publiées, voilà, d'où elles sortent ces photos, est-ce qu'elle accepte de se faire photographier dans des situations un peu personnelles. Après, bon, il faut pas s'étonner que ça soit publié, hein, les revenge porn, ça existe aussi même chez les blancs, hein, ils se font ça allègrement, donc ce n'est vraiment pas un argument valable. Les Blancs reconnaissent l'intelligence. Les Français reconnaissent l'intelligence. Quand tu es intelligent, que tu es capable de soutenir un discours, de savoir argumenter ta position, ils se taisent. Ils ne font pas le malin. Ils reconnaissent l'intelligence. Quand tu tiens un discours avec un blanc, que tu argumentes, que tu as tes positions, arguments, exemples à l'appui, il ne fait pas le malin. Il ne fait pas le malin, il ne vient pas discuter avec toi. Il ne fait pas le malin, il ne la ramène pas. Bon, là encore, ces propos dénotent quand même d'une méconnaissance, en fait, des relations que tu peux avoir avec les Blancs. Bon, tous les Blancs ne sont pas à mettre dans le même sac, hein. Il y a des gens qui sont effectivement intelligents et qui savent reconnaître pardon, la valeur des gens. Mais il y en a aussi beaucoup qui ne supportent absolument pas de se retrouver en situation d'égalité et puis de se faire moucher par un noir. Donc, dans le pire des cas, ils écoutent poliment, mais rien ne garantit, et souvent ils le font, derrière le dos, ils cassent du sucre, hein, sur le dos de la personne noire, qu'ils qualifient allègrement de singe savant, hein, et ça va pas forcément te donner la promotion que tu peux avoir parce que des gens blancs ont quand même beaucoup de préjugés, donc c'est vraiment des arguments à l'emporte-pièce qui sont pas étayés et qui se basent encore sur une expérience qui est quand même assez limitée. Alors que le noir, c'est celui que parce que tu es allé à l'école, il va te reprocher d'être allé à l'école. Il va te dire que tu veux montrer que tu sais, que tu as fait plus des études que qui. Il va te traiter de nègre de maison. Il va jamais reconnaître ton intelligence. Il va jamais vouloir accepter que tu le dépasses. Vous êtes des personnes jalouses, aigries. Et vous voulez que vous arrivez dans un pays, on vous déroule le tapis rouge, on vous applaudisse. Vous avez des revendications, vous êtes les premiers à être violents, vous êtes les premiers à casser, vous êtes les premiers que ce soit des événements tristes ou des événements pas tristes. Les Africains, vous êtes tous les mêmes. Des individus à l'ego surdimensionné, on en trouve chez les noirs, mais aussi chez les blancs. Donc c'est pas des traits de caractère qui sont spécifiques aux noirs. Bon, elle continue dans sa diatribe, les noirs sont violents, ils sont casseurs. Bon, je lui laisse la responsabilité de ses propos, mais bon, c'est quand même un peu navrant d'entendre une jeune fille noire qui relaie ses propos aussi dépréciatifs, hein,
de sa communauté, et qui sont, c'est un discours qui est très satisfaisant hein, pour les blancs identitaires qui l'écoutent, parce que ils ne veulent absolument pas prendre conscience que ces comportements de ces jeunes afrodescendants qui sont des Français parce qu'ils sont souvent nés ici, ou ils ont étudié ici, donc ils ont été nourris à la mamelle de la France. Hein, quand ils finissent leur parcours scolaire, universitaire, ils se rendent compte que malgré tous les efforts d'insertion et puis de travail et d'éducation, c'est très difficile de pouvoir s'insérer professionnellement, d'avoir le job qu'ils souhaitent et d'avoir l'évolution de la carrière qu'ils désirent. Donc là encore, son argument, il tient pas la route. Pendant la Coupe du Monde, quand la France a gagné, il y a eu des casses. Il y a eu des casses. Il faut toujours qu'il y ait des casses. Vous avez des revendications, vous cassez les boutiques. J'ai vu une vidéo en Belgique. J'ai vu une vidéo en Belgique, casser les boutiques. Même les gens qui revendiquent soi-disant que oh, la mort de Floyd a fait que oh, c'est un crime raciste. C'est les mêmes personnes qui sont parties brûler une banque, brûler un commissariat, brûler les boutiques, brûler les commerces. Ça sert à qui? Ça profite à qui? Et vous vous attendez à ce que ces personnes vous respectent. Ils ne peuvent pas vous respecter. Ils ne peuvent pas vous respecter parce que vous n'inspirez rien d'autre que la méfiance. Vous n'inspirez rien d'autre que le dégoût, le désarroi, l'embarras. Alors, elle revient encore sur cet argument que les Noirs sont des casseurs, mais bon, là encore, elle a une méconnaissance de la réalité, hein, que maintenant nous percevons de mieux en mieux grâce aux réseaux sociaux, grâce au fait que les gens filment ce qui se passe dans les manifestations, et on voit très bien qu'il y a des personnes infiltrées qui proviennent des mêmes officines, hein, qui sont les activateurs de toutes les revendications, qui sont là pour casser, pour foutre le bazar, pour créer la violence, pour discréditer des gens qui font des manifestations qui sont parfaitement légitimes. Donc, qu'il y ait eu des casseurs pendant la manifestation de joie de la Coupe du Monde, bon, c'est ça, les vidéos l'ont montré, on peut pas le nier, mais les attribuer forcément aux jeunes noirs, c'est un peu dommage. Alors, on peut aussi quand même admettre qu'une partie proviennent de la délinquance, mais là encore, sans l'excuser, hein, parce que bon, la violence n'est pas excusable, il faut quand même prendre conscience qu'il y a quand même une certaine exaspération de cette jeunesse hein, qui se trouve en but à des difficultés qui sont réelles, et on trouvera la même délinquance aussi chez les jeunes français de souche s'ils expérimentaient, ils expérimentent aussi les mêmes genres de difficultés. Donc je suis pas certaine qu'ils soient plus sains, plus angéliques que ces jeunes des banlieues qui manifestent parfois de manière un peu décalée. Moi j'ai honte quand je vois les vidéos des gens qui disent que oui, on est noir, on revendique d'être noir, il faut payer le droit à la colonisation, il faut payer, vous venez citer, oh, c'est le général de Gaulle qui a tué Sankara, c'est tel qui a tué tel. Prouvez-moi, mettez-moi une photo, une vidéo où vous avez vu un général de Gaulle, un Giscard d'Estaing, François Chirac, ou Sarkozy, ou François Hollande. Montrez-moi un seul de ces présidents qui a pris l'arme et qui est parti en Afrique buter un président africain. Montrez-moi une seule personne. C'est parce que si vos héros, entre guillemets, en Afrique, n'ont pas tenu longtemps, n'ont pas vécu longtemps, c'est parce qu'ils se sont fait trahir par les personnes qui étaient proches d'eux. Pour dire encore à quel point vous êtes des traîtres. Vous ne supportez pas le succès des uns et des autres. Entre vous-même, les Africains, vous ne vous aimez pas. Bon, là encore, elle est complètement à côté de la plaque. Elle ne comprend pas que la revendication n'est pas identitaire, je suis noir, c'est une revendication légitime pour des droits, l'égalité de droits. Par ailleurs, la question de la réparation, oui, elle est légitime aussi, et il faudra la poser et l'obtenir, et on l'obtiendra. Ça, c'est dit.
Oui, oui, alors c'est pas le général de Gaulle ou les autres qui l'ont suivi, qui ont buté les chefs d'État africains, les leaders africains des indépendances et d'après. Ce sont les Noirs eux-mêmes qui l'ont fait. Oui, il y a la traîtrise dans la communauté et la jalousie. Mais Junie, là, tu fais quoi? Tu fais quoi? De ta propre bouche, tu as des propos assassins sur les gens de ta communauté. Si on t'avait donné un fusil, bah, tu aurais fait exactement la même chose que ces traîtres que tu fustiges. Est-ce que les Noirs, ta communauté, tu l'aimes? Est-ce que tu peux aimer ta communauté et dire des choses aussi violentes? Est-ce que tu réalises la gravité des propos que tu tiens? Cet amour que tu reproches aux Africains de ne pas avoir les uns pour les autres, mais est-ce que toi-même tu l'as cet amour? Entre vous-même, vous vous mettez les poings, les bâtons dans les roues. Quand je dis vous, c'est parce que je ne m'identifie pas à vous, vous en particulier. Je ne m'identifie pas à vous. Je suis africaine, mais je ne m'identifie pas à vous. Je ne m'identifie pas à vous. Vous êtes des personnes malveillantes. Vous ne supportez pas de voir le succès des autres. Bon là, elle affirme clairement la distance qu'elle met entre elle et la communauté, hein, ce qui est quand même un peu navrant, hein, parce que c'est quand même important des fois euh, savoir d'où l'on vient, hein, parce que bah, c'est là qu'on va retourner en cas de difficultés. Donc, elle ne s'identifie pas au noir, mais c'est pas tellement la perception qu'elle a des autres noirs. C'est la perception que les blancs ont d'elle, hein, et que elle finira par ressentir à un moment ou à un autre. Hein. Elles verront bien que un jour ils vont lui couper le micro et cette reconnaissance euh, temporaire, ils ne le lui accorderont plus, sauf si elle persévère hein, dans cette voie de la critique systématique de sa propre communauté. Donc non, il ne s'agit pas de se reconnaître ou pas en cette communauté, il s'agit de savoir à quelle communauté on appartient, il s'agit de voir les difficultés que les gens rencontrent et qui les amènent à avoir ces comportements qu'elles fustigent à juste titre. Hein, il y a des réelles difficultés, et ces difficultés, comme je l'ai dit, ne peuvent absolument pas révéler les meilleurs aspects de la personnalité. Même les personnes qui arrivent en France, nouvellement les étudiants et tout, chaque étudiant a son parcours qui va te raconter que s'il il a trouvé un problème, une encombre, une embrouille, un obstacle, ça a toujours été de la part de son frère africain. Et aujourd'hui, vous venez scander, vous venez déranger les gens, vous venez perturber la tranquillité des gens, à nous raconter des sottises, des salades, du genre, oh l'Afrique a fait que... Vous aimez trop l'Afrique? Vous aimez trop l'Afrique? Rentrez chez vous. Rentrez en Afrique. Bis repetita, elle reprend le même argument. Les pires crasses se font entre noirs. C'est pas vrai. Les blancs sont capables de faire des crasses tout aussi gratinées. Alors oui, alors elle finit son développement en disant bah, si vous aimez tellement l'Afrique, eh ben rentrez chez vous. Oui, mais oui, d'accord, mais il faut aussi que la France elle rentre chez elle, avec ses préfets noirs, avec ses bases militaires, avec ses entreprises. Elle ne réalise pas le vent de révolte qui souffle maintenant sur une grande partie de la jeunesse africaine ou aussi des moins jeunes qui sont particulièrement fatigués de cette situation parce que les colonies ne sont pas terminées et le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, bah c'est la France. Hein, ce sont pas des États souverains, ce sont pas des États indépendants. Les élites africaines, dès que... prenons des exemples. Dès que vos stars en Afrique deviennent des gens, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils s'installent où? En France. Toutes vos stars africaines sont où? En France. Fali Ipupa, où c'est du Congo, il s'est installé où? Lincha, elle s'est installée où? Même notre joueur Samuel Eto'o du Cameroun, il s'est installé où?
Pourquoi dès qu'ils deviennent célèbres, ils ne partent pas s'installer dans les différents pays? À votre avis, pourquoi? Parce que personne n'aime la pauvreté. Personne n'aime s'assimiler à la pauvreté. Personne. Personne n'aime la misère. Personne. Donc arrêtez de vouloir nous faire croire que vous êtes des Africains. Si vous avez trop une identité culturelle africaine à défendre, mon ami, ce n'est pas en Europe que vous allez défendre ça. Allez défendre ça en Afrique. Elle cite les élites africaines, mais il faut s'entendre sur le terme d'élite. Hein. Des élites, ce sont des gens qui donnent un modèle pour la jeunesse et pour l'ensemble de la communauté. Des gens qui se font remarquer par des comportements louables. Mais ces gens qu'elle cite promeuvent un certain nombre de valeurs qui sont bien occidentales, hein, le goût du matérialisme, l'individualisme. Donc, ce sont des élites pour elles et elles ne sont pas forcément pour les gens qui sont éclairés. Donc, oui, effectivement, hein, dans l'individualisme galopant, bah, quand on a fait sa petite carrière, quand on a réussi, on a un peu de fric, et ben en fait, bon, on s'éloigne des pauvres parce que les pauvres, en fait, ben, ils viennent frapper à la porte, hein, la famille vient pour être aidée, et ben oui, ben ça dérange, hein, des gens qui ont grandi ou qui ont pris goût à l'argent et au bien-être matériel. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler d'élite en moi, en ce qui me concerne, je considère que ce ne sont pas des élites. Allez défendre ça en Afrique. Vous êtes des personnes... Quand il y a eu la crise de Boko Haram en Centrafrique, les Centrafricains qui sont descendus, moi je me souviens de cette période-là au Cameroun, les Camerounais fustigeaient les Centrafricains. Vous avez déjà vu ça où? Il y a des pays qu'en Afrique, moi en tant qu'Africaine, je ne peux pas débarquer, je ne peux pas y arriver. Il me faut le visa, il me faut toute une procédure avant d'arriver. À la différence de l'Europe que vous critiquez aujourd'hui. Même un sans-papier en France peut se rendre en Belgique par un train sans craindre qu'on le renvoie en Afrique. Peut se rendre à Genève sans craindre qu'on le renvoie en Afrique. Peut se rendre dans les pays de l'Europe sans craindre qu'on le renvoie en Afrique. Ce qui n'est pas le cas en Afrique. En Afrique, je suis camerounaise, je veux me rendre en Côte d'Ivoire, je demande un visa. Vous voulez qu'on parle, vous voulez qu'on ouvre les dossiers de ce qu'il y a à corriger en Afrique? Vous venez en France, vous faites voir et perturber la tranquillité des gens. Oh, l'Afrique a fait que l'Afrique... Vous êtes plus africain que qui? Alors elle cite à juste titre les difficultés que rencontrent les Africains pour se déplacer, pour être accueillis par leurs congénères dans les États où ils seraient amenés à fuir les guerres civiles, hein, les attentats, le terrorisme, dont l'origine est encore très très discutable, hein. Oui, oui, bah oui, l'Afrique ça va pas, mais l'Afrique ça va pas parce que en fait à la tête des États africains, ben on a des gens qui ne sont pas des serviteurs, hein, des populations et des nations africaines. Ce sont des préfets de la France et ils sont là pour préserver les intérêts de la France et pas du tout ceux de leur population. Donc oui, c'est le bazar, oui, c'est difficile. Mais est-ce que ça justifie les propos qu'elle tient, ces conditions tous les Africains les subissent. Ah, c'est pas de leur fait. Ça leur est imposé. Donc, elle peut pas leur reprocher ça. Vous êtes plus noir que qui? Vous êtes plus noir que qui? Au point où on ne respire pas. Vous êtes les qui même? Vous êtes les qui? Vous êtes les qui même? Mon ami, respectez-vous et respectez-nous. Chacun est venu ici, là, il sait ce qu'il est venu chercher. Moi, je suis venue pour faire mes études, trouver un emploi, essayer de faire ma vie tranquille. Même Kémy Seba,
qui est panafricaniste et qui n'apprécie guère la France, a dit quelque chose de très pointilleux. Que mon ami, restez chez vous en Afrique. Restez chez vous en Afrique. Il reconnaît que le principal tort, le principal tort de l'Afrique, c'est ses dirigeants. Vous venez vous en prendre aux Français. Mais si vos dirigeants vous vendent, quand vous voyez la vidéo de Kadhafi, la vidéo de la mort de Kadhafi, c'est les Français qui ont tué Kadhafi? C'est les Français? C'est les Français qui sont autour de son corps poignardés? C'est les Français? Vous parlez des histoires que vous ne maîtrisez même pas. Alors là, vraiment, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Elle se fout de l'intelligence des gens en prétendant mieux comprendre et mieux connaître les troubles géopolitiques et qui ont fait vaciller la Libye dans le chaos qu'on connaît actuellement. Est-ce que c'est les Français qui ont tué Kadhafi? Je l'invite à vraiment parfaire ses connaissances sur cet épisode tragique de l'histoire moderne. Les Libyens vivaient très bien sous l'ère Kadhafi. Ils n'allaient pas à l'étranger pour étudier. À la fin de leurs études, s'ils n'avaient pas d'emploi, ils obtenaient des allocations, ils trouvaient du logement, ils avaient de l'électricité et de l'eau pas chère. C'était ça la situation de la Libye à l'époque de Kadhafi. Alors qui a tué Kadhafi? Je lui pose la question et elle va trouver une foultitude d'informations pour lui dire qui a tué Kadhafi. Et la main de la France et notamment du premier d'entre eux a été là, même si l'arme c'est pas lui qui l'a utilisée, il a été à l'origine de tout ce qui s'est passé. Donc les porte-flingues ne vont pas effacer, exonérer le commanditaire de sa responsabilité. Il est complètement à côté de la plaque. Oh, l'Afrique, oh, la colonisation a fait que, oh, l'esclavage a fait, oh, le néocolonialisme a fait que. Allez chez les Arabes. La traite arabo-musulmane a duré 900 ans. Jusqu'en 2017, on avait découvert des camps d'esclaves noirs dans les pays musulmans, dans les pays arabes. Vous avez fait quoi par rapport à ça? Vous avez organisé un semblant de marche, genre 2 jours là à Paris, et puis c'était bon. Est-ce qu'on a eu le compte rendu? Est-ce qu'on a eu le compte rendu? On retrouve encore là la carte de la traite négrière par les arabo-musulmans, qui est un peu le joker que les Européens utilisent pour s'exonérer de leur responsabilité. Mais bon, je l'ai déjà dit, les fautes des uns n'exonèrent absolument pas les autres de la leur. Les Européens ont fait énormément de mal et continuent à en faire aux Africains, et les Arabes en ont fait et ils continuent à en faire, et un jour, les uns comme les autres auront des comptes à rendre pour ces exactions. Donc les leaders, les activistes noirs ne peuvent absolument pas venir en France avoir des revendications en rapport avec ce qui se passe dans les pays arabo-musulmans. Les actions sont quand même très limitées. À partir du moment où nous n'avons pas d'État souverain pour nous protéger dans nos lieux de dispersion, toutes nos petites revendications, ce sont des coups d'épée dans l'eau. Vous dites que la France est venue à exporter vos ancêtres de l'Afrique. Et aujourd'hui, ce n'est pas vous-même, vous les Africains, qui vous exportez au travers des nages et je ne sais trop quoi dans les pays européens. Si l'Afrique était trop bien, si l'Afrique était trop parfaite, mais rentrez chez vous, ce n'est pas parce qu'on vous a exporté. Si vous estimez que la France a mal fait de venir vous porter de votre Afrique et de vous amener en France, et d'avoir porté vos ancêtres et vous amener en France. Mon ami, corrigez les erreurs de la France. Rentrez en Afrique. Puisqu'on vous a extirpé de votre Afrique sans que vous ne vouliez, parce que c'était trop dur, parce que vous ne supportez pas ce que la France vous a fait. Mon ami, moi j'estime que si quelqu'un a fait quelque chose de mal, pour corriger la chose, mais faites quelque chose de bien. Si vous estimez que la colonisation et la néocolonisation qui se passe, soi-disant en Afrique, c'est quelque chose à dénoncer, comment on vous a extirpé de l'Afrique?
portez vos pieds, vous rentrez en Afrique. Vous dites que non, mais on en a marre. Pourquoi vous êtes venu nous chercher en Afrique alors que nous on était bien? Nous on décide donc de rentrer dans notre continent qui est notre chère patrie. Bon, là encore, son indifférence par rapport aux souffrances actuelles des gens de sa communauté est vraiment, elle est désolante, elle est excessivement choquante. On voit comment ces gens, ces familles risquent leur vie, mais ils le font pas de gaieté de cœur, ils le font pas de gaieté de cœur. L'Afrique est très bien, oui, l'Afrique est très bien, l'Afrique est très riche, mais l'Afrique est sous domination de puissances malfaisantes, avec effectivement des complices. Hein, sur place et qui poussent sa jeunesse à risquer sa vie, à peut-être traverser des contrées où sa vie ne vaut rien, ils se retrouvent dans des fermes humaines où ils sont vendus en tant qu'esclaves, où leurs organes sont prélevés. Mais moi, je comprends pas qu'elle puisse parler de ça aussi banalement et avec tellement de détachement. Ça pourrait être ses frères, ses cousins, elle a peut-être des parents qui ont été touchés par ces exils forcés. C'est parce que l'Afrique est sous domination outrancière que ces choses-là se passent. Et l'Afrique était très bien, mais les jeunes Africains ne se déplaceraient pas et ils rentraient chez nous. Mais la jeunesse africaine n'attend que ça. La jeunesse africaine n'attend que ça. Simplement, on veut aussi un retour à l'envoyeur, que la France aussi retourne chez elle, avec ses bases, avec ses préfets, avec ses entreprises, pour permettre à l'Afrique de garder ses enfants, parce que l'Afrique a parfaitement les moyens de garder ses enfants et de les faire grandir et leur permettre de se développer, de s'épanouir à tous les niveaux. Hein, personnel, familial et aussi au niveau du développement, de création d'entreprises, pourvu qu'on puisse reprendre les rênes des pouvoirs de nos États. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous venez jouer les... Vous vous êtes découvert la fibre... On dit quoi? La fibre activiste. Je suis porte-parole. Porte-parole de merde. Mon ami, tu n'es pas un porte-parole. Tu es un perturbateur. Donc, il est temps que vous, là, qui organisez les manifestations inutiles, que vous nous laissiez tranquilles, vivre notre vie tranquillement. On en a marre. Moi, quand je marche en route, je me sens mal parce que quand on me regarde en tant qu'Africaine, on associe mon image aux gens comme vous. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que son image n'est pas dépréciée à cause des activistes africains. Hein. Son image est dépréciée parce que c'est une construction culturelle de l'Occident négrophobe et raciste depuis donc la réduction de l'homme noir en esclavage et de la colonisation. Donc non, il faut pas qu'elle cherche un bouc émissaire, si dans la rue on la regarde mal, si on la considère comme une prostituée ou comme une moins que rien, c'est pas à cause de la LDNA, c'est juste parce que c'est des préjugés que les Français ont sur les Noirs. Alors que je ne suis pas comme vous. Je ne réfléchis pas comme vous. Pourquoi est-ce que je vais en vouloir à un Français qui n'a absolument rien à voir des décisions qui ont été prises dans le temps? Pourquoi je vais en vouloir à un Français du colonialisme, de l'esclavage, alors qu'il n'était même pas né? Pourquoi? Bon, là encore, elle ne perçoit pas les enjeux. Hein. Il ne s'agit pas d'en vouloir aux gens qu'on côtoie, qui, effectivement, individuellement, ne sont pas responsables personnellement des choses qui se sont passées. Simplement, dans l'histoire des peuples, les responsabilités ne sont pas forcément des responsabilités directes et personnelles. Il y a des dettes transgénérationnelles qui existent. Il y a des dettes transgénérationnelles, elle n'a pas l'air de s'en rendre compte, et je pense que les Français, les identitaires qui sont derrière elle et qui la soutiennent dans son discours, ou qui lui ont peut-être mis ce discours dans la tête, ne le savent pas ou font semblant de ne pas le savoir. Mais il y a des dettes transgénérationnelles, c'est comme ça, c'est dans l'histoire de l'humanité, c'est dans l'histoire
de la morale, c'est dans l'histoire de la religion. Hein. On ne fait pas de mal aux gens en espérant échapper aux conséquences de ces actes parce que on n'a pas été les acteurs directs de ces choses-là. Il y a des dettes transgénérationnelles. Alors après, même s'ils ne veulent pas le reconnaître, etc., les réparations, les rééquilibrages qui se feront sont indépendantes des cas individuels. Le problème aussi, c'est que en donnant le vote, en donnant le mandat à des élites politiques pour faire les choses qu'ils font ou qu'ils ont faites, bah en fait ils le font au nom du peuple français. Donc ils peuvent pas dire qu'ils sont étrangers à tout ça. C'est pas vrai. Si au niveau individuel, par exemple, on confie à un proche le mandat de négocier, je sais pas moi, un bien immobilier ou n'importe quelle opération financière ou patrimoniale, et que celui qui détient le mandat fait n'importe quoi et conclut quelque chose qui est complètement contraire à nos intérêts, individuellement, on va lui en vouloir, on va aller chercher à casser les contrats il a conclus, on va le traîner en justice, et en tout cas, on va lui révoquer son mandat. Mais ce que les gens ne perçoivent pas au niveau politique, c'est qu'à partir du moment où ils donnent des mandats à des gens politiques et que ces politiques font des choses en leur nom, ils sont comptables des choses qu'ils ont fait et ils pourront pas se cacher derrière le fait que ah bah oui, mais individuellement, bah c'est pas moi qui ai fait ça, hein, ce sont mes pairs, ce sont les autorités que j'ai mis au-dessus de moi qui ont fait les choses. Mais non, 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 ils devront rendre compte de ça et ils devront des réparations pour ça. C'est aujourd'hui que vous voulez défendre vos soi-disant ancêtres. Vous êtes là, vos parents même d'abord ne s'occupent même pas de vous. Vous savez, des géniteurs qui savent seulement engrosser vos mères. Ils ne savent même pas s'occuper de vous. Combien d'entre vous, vous ne connaissez même pas vos parents? Combien d'entre vous, vous ne savez pas ce que c'est que la chaleur, de vivre dans une famille aimante? Vous ne savez même pas ce que c'est. Combien d'entre vous? Combien? Encore une fois, transparaît donc la blessure profonde de cette femme, hein, en faisant des attaques sur les soi-disant carences affectives des activistes noirs. Bon, elle parle de sa propre souffrance de petite fille abandonnée par son père et qui lui a causé, et on peut très bien le comprendre, une souffrance infinie. Et visiblement, elle n'en est pas encore guérie. Et cette colère contre son père, en fait, qu'elle ne voit plus, que visiblement elle ne sait peut-être pas où il est, ben en fait, elle la dirige quand toutes les figures masculines noires. Oh, oh, la colonisation a fait que... Oh, on a fait que... J'en ai marre. J'en ai plus que marre. Le ras-le-bol, il est là. J'en ai plus que marre. Ça suffit. Ça suffit. On en a plus que marre de vous entendre. Fermez-la. Si vous n'avez rien à faire, fermez-la. Moi, je suis noire en France et je ne me sens pas offusquée par ma couleur de peau. J'ai changé de boulot, mais un nombre incalculable de fois. Quand il a fallu me payer, ma paye n'a jamais souffert. Quand il a fallu que j'aille à l'hôpital, on ne m'a jamais mal regardé ou maltraité parce que j'étais noire. Jamais. Tant mieux pour elle si elle n'a pas eu d'expérience négative avec les Blancs, peut-être parce qu'elle n'a pas vécu suffisamment longtemps ici pour se rendre compte que bah c'est pas toujours et c'est évident et c'est vraiment dommage de balayer du revers de la main l'expérience négative quotidienne et importante hein, que subit la jeunesse afrodescendante en France. Hein, on peut entendre les souffrances des autres, même si on ne les a pas vécues.
et c'est dommage de les mettre en doute. Et puis, je le dis et je l'ai expliqué dans mon essai, élever des enfants noirs ou métis chez les Blancs, conseil aux parents. L'expérience de la femme noire en France n'est pas celle, pardon, de l'homme noir qui subit, pour des raisons que j'explique dans mon livre, une discrimination qui est beaucoup plus violente parce que on vit dans une société patriarcale et la lutte de pouvoir les hommes entre les hommes entre eux est parfois fulgurante. Elle peut être vraiment d'une cruauté inouïe. Donc qu'elle ait eu des bonnes expériences au niveau de ses jobs, bah, tant mieux pour elle, mais elle ne peut pas discréditer et remettre en question les expériences malheureuses que d'autres ont eues, tout simplement parce que elle a eu de bonnes expériences. Vous voulez détourner le véritable problème. Les Français ne sont pas votre cible. Vous savez qui est responsable de l'échec de vos différents pays et ce ne sont pas les Français. Les Français sont capitalistes. Ils viennent acheter tandis que vous vous vendez. Donc arrêtez de vous vendre. Déjà, pour commencer, l'on ne viendra pas vous acheter. Alors elle finit par proposer une solution qui est très simple, hein, arrêtez de vous vendre et on ne viendra pas vous acheter. Bon, si les choses étaient aussi simples, on ne serait pas là à en discuter aussi longuement, on aurait déjà trouvé des solutions. Donc non, c'est faux de dire que la France n'est pas partie prenante aux difficultés de l'Afrique. Oui, il y a des complices de haut niveau, mais ces complices rendront des comptes pour ce qu'ils ont fait en, en participant à la maltraitance de leurs congénères, des gens qu'ils auraient dû protéger. Alors après, bon, est-ce qu'on peut leur jeter la pierre aussi facilement? Certainement que non, puisqu'on sait très bien qu'après les indépendances euh, de façade, un certain nombre de contrats, de pactes ont été liés entre la puissance coloniale qui voulait rester derrière les rideaux et les dirigeants d'opérette qu'ils ont mis au devant de la scène en acceptant de participer à leurs pactes occultes, en prenant des engagements parfois sur leur propre vie ou celle de leurs proches. Ils ont probablement limité leurs moyens d'action et faute de pouvoir agir dans le bien de leurs congénères, et ben en fait on assiste à une fuite en avant dans l'égoïsme et dans la jouissance des biens matériels que le pouvoir leur donne. Mais de toute façon, ils avaient toujours la possibilité de dire non, moi je ne bois pas de ce vin-là, je refuse de participer à cette mascarade qui va faire de moi le bourreau de mon peuple. Donc là, ce sont des choix individuels hein, que chacun doit pouvoir avoir le courage de faire et que manifestement, ils ne l'ont pas fait. Mais ils auront des conséquences pour ça. Mais exonérer, comme elle le fait, la France de ses responsabilités, c'est excessivement léger. Et puis de toute façon, ce sont pas les analyses de Juni Stella Kamga qui pèseront lourd lorsque justice sera rendue sur cette problématique.
Donc, je finirai en disant que cette jeune fille donc est devenue l'égérie des identitaires parce que bah, elle dit tout haut ce qu'il pense tout bas. Hein. Souvent, quand je l'ai entendue, comme vous l'avez fait en suivant cette vidéo jusqu'au bout, en tout cas, je l'espère et je vous en remercie. J'avais envie de dire Zemmour sort de ce corps. Bon, alors c'est très triste d'entendre dire ces choses-là, mais bon, effectivement, il apporte au pinacle parce que et ben en fait elle les libère du poids de leurs responsabilités en ce qui concerne la maltraitance passée et actuelle des Noirs. Mais bon, après, ça ne changera rien en ce qui concerne les réparations et puis les jugements qui interviendront. Ce qui est très triste, c'est de voir que, bah, en fait, à cause de sa souffrance, de cette faille, de l'abandon de son père, elle trouve un réconfort auprès des gens qui la méprisent, hein, qui ne font que l'exploiter pour lui faire dire n'importe quoi, et elle se met à dos sa communauté. Hein, et ces gens, quand ils auront fini de lui faire dire ce qu'ils veulent lui faire dire, eh ben ils vont la dégager. Hein, ils vont la dégager parce que elle ne correspond pas aux standards qui se font de l'intelligence et de la réussite. Hein, et ils ne feront pas d'elle, malheureusement, la future Marianne de la République. Donc l'histoire nous enseigne que il faut vivre en paix hein, avec les gens qu'on côtoie, hein, quelles que soient les situations dans lesquelles on les côtoie, mais il ne faut jamais cracher ou tourner le dos à sa communauté d'appartenance parce que quand on aura besoin d'être guéri, d'être consolé, on va se tourner vers les gens qui nous ressemblent, parce que ceux qui ne nous ressemblent pas ben, ne peuvent pas comprendre nos souffrances et à la limite ils ont les leurs et puis ils te renverront vers les tiens pour avoir la consolation dont tu as besoin. Si vous voulez connaître un peu plus cette jeune femme capable de propos aussi violents, il y a des vidéos qu'elle a publiées elle-même où elle tient des propos qui sont quand même assez atterrants et qui ne la relèvent pas. Et un jour, ceux qui l'encensent lui balanceront à la figure pour la mettre dans les oubliettes des médias. Tout ce que moi je vois donc dans le comportement de cette jeune femme, c'est beaucoup de souffrance à cause de l'abandon de son père. Et ce que je voulais dire, c'est que le manque d'un père, ben, dans certaines circonstances, et ben, ça produit des jeunes femmes sans limite, avec parfois une violence inouïe. Et j'appelle particulièrement l'attention des mamans sur l'importance de garder une relation avec le père de leurs enfants, même si la cohabitation, la vie en couple n'est pas possible pour des raisons qui vous appartiennent, il faut absolument que l'enfant continue à rester en contact avec son père, ou en tout cas avec sa famille paternelle, parce que la présence de l'homme est quand même indispensable pour cadrer la jeune fille, sinon on a des problèmes de cette nature, des jeunes femmes totalement débridées et qui ont des comportements qui font honte à la famille. Voilà, cette vidéo touche à sa fin et je voulais vous remercier d'avoir eu la patience de l'écouter jusqu'au bout. J'espère que les analyses que j'ai faites vous ont permis d'avoir des éclairages utiles et intéressants sur les problématiques que cette jeune femme
à soulever, hein, qui sont en fait une compilation de toutes les excuses que les Français, les identitaires, nous opposent face à nos revendications légitimes. Hein. C'est clair qu'ils voudraient qu'on les laisse tranquilles. Hein. Oui, oui, il faut qu'on les laisse tranquilles, mais on peut pas faire souffrir les gens et leur dire de se taire quand ils disent aïe. Donc voilà. Nos pères se sont battus pour l'indépendance. On sait qu'on a eu une indépendance de façade, que c'est une mascarade, mais notre génération est en train de se lever pour exiger beaucoup plus, c'est-à-dire une indépendance réelle. Nous sommes fatigués de cette situation, de cette exploitation outrancière de nos richesses et de nos populations, hein, sans aucune contrepartie là-bas sur place, mais aussi avec du mépris, du dédain et de l'exclusion ici en France et en Europe de manière générale. Donc parce que la jeunesse, cette nouvelle génération africaine est en train de se lever pour mettre fin à ce système d'exploitation, il faut être certain que les astres aussi sont en train de s'aligner pour prêter main forte, pour nous soutenir dans notre combat qui est légitime parce que c'est la justice. Et la justice est un fondement, hein, du bon fonctionnement, hein, d'un État, mais aussi de la planète entière. Il y a des équilibres à respecter. On ne peut pas, comme je le disais, constamment se nourrir du sang d'autrui, venir voler ses richesses et puis espérer s'en tirer éternellement. Donc pour moi, la restauration de l'Afrique arrive, elle est évidente, mais il faut que chacun de nous mette la main à la pâte, hein, et apporte sa pierre à cet édifice que nous sommes en train de reconstruire, et ça suppose de casser, hein, toutes ces difficultés que nous avons, hein, et que nos jeunes parfois expriment par un rejet, comme Stella Kanga l'a fait dans son discours particulièrement violent. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo, à la partager et puis à prendre à cœur ces thématiques et commencer à guérir et à abandonner toutes ces choses-là qui nous ont freinés dans notre développement individuel et donc aussi collectif. Si ces thématiques identitaires centrées sur la communauté noire vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos, soutenez-moi par des pouces et des commentaires et activez la cloche de notification pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos. Merci.